All right. OK. Donc, avec nous aujourd'hui, Driss Jebbar, le CEO et founder de CloudFret. C'est l'une des startups. On aura le temps de découvrir la startup, de découvrir la personne, de découvrir l'histoire derrière et tout ça avec vous, Driss, Inch'Allah, Lyouma. Donc, avant de commencer, j'aimerais bien dire à notre audience que vous pouvez. C'est très interactif. C'est pas un panel où c'est juste nous qui sommes en train de discuter. Si vous avez des questions, si vous voulez enrichir la conversation, vous voulez rajouter quelque chose, poser des questions, c'est ouvert à vous, c'est que pour vous. Et aussi, je vous invite à tout moment de dire, voilà, j'ai une question à propos de ça ou à propos d'autres choses. Donc, c'est une conversation qui va être un petit peu ouverte. ماشي بالضرورة français ou l'English ou l'arabique, c'est juste, c'est une conversation où l'important c'est de faire passer le message et que l'information, que ça soit clair le message qui passe. Je vous laisse, Cédric, de vous présenter et par la suite, on va commencer avec des questions-réponses et comme ça, on commence le panel ou le Meet the Founder Session. En tout cas, merci. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir Euh, accepté. Avec un grand plaisir, hein, dès qu'il y a l'occasion en fait d'interagir avec la communauté d'entrepreneurs ou avec ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat في المغرب, je réponds toujours présent. Effectivement, peu importe la langue, واش بالعربية ou le français ou en anglais, المهم le message est douce. Alors, pour me présenter, alors j'ai commencé en fait depuis mon très jeune âge. ملي Soloni, quand est-ce que j'ai commencé à entreprendre? Quand j'avais 6 ans. Ils croient en fait que c'est du storytelling ou là, c'est une façon en fait de vendre mon expérience, mais c'est la vérité. Et puis c'est 6 ans. Pourquoi? Parce que j'ai perdu en fait mon père à l'âge, quand j'avais en tout cas moi 5 ans. Ma mère à l'époque était femme au foyer. On est cinq frères et sœurs. Et du coup, ma mère, en fait, avec une retraite, une pension, en fait, qui suffisait pas, en tout cas, qui couvrait pas les dépenses du foyer, elle était obligée de sortir travailler pour nous nourrir, nos 5 frères et moi. وانا كنت باقي صغير ما دخلتش المدرسة à l'époque et je devais en fait l'accompagner au souk où elle vendait des légumes. Et c'est à l'âge de 6 ans où j'ai vendu en fait mon premier kilo de carottes, je me rappelle très bien, à 1 dirham, et c'était là où j'ai senti en fait un sentiment qui était très très spécial, et je sentais en fait que c'était un peu ma destinée d'entreprendre. Tijara machi haram. Et on a toujours en fait, même dans notre culture, et même le hadith de Rasoul alayhi salatu wassalam, Tijara khayrun min al-ijara. J'ai toujours eu en fait cette envie d'entreprendre. Et dès que j'avais en fait des vacances ou du temps libre, j'hésitais pas en fait à entreprendre. Donc à vendre, je pense que j'ai vendu tout ce qui pouvait en fait se vendre à l'époque. À l'âge de 16 ans, j'étais déjà indépendant financièrement parce que voilà, tout l'été, dès que j'avais en fait du temps libre, je démarrais en fait un nouveau business. Au début, c'était avec un budget en fait très très petit de 10 dirhams quand j'étais petit, et quand j'ai eu 16 ans, à l'adolescence, c'était un budget de 20 000 dirhams, ce qui n'était pas négligeable en fait à l'époque pour démarrer un business. Et voilà, donc c'est là où j'ai pris goût aussi à l'entrepreneuriat, mais sans mettre de côté en fait mes études. J'ai pu poursuivre mes études dans des écoles prestigieuses au Maroc, en parlant de l'école Mohammedi d'ingénieur où j'ai eu mon diplôme en 2013. Après, j'ai eu la chance de poursuivre mes études en France, plus précisément à l'ENSAM de Paris, où je me suis spécialisé en supply chain management et en amélioration continue. Et j'ai intégré le premier groupe dans ma carrière professionnelle, c'était Sanofi, le groupe Sanofi, qui est un laboratoire pharmaceutique connu
en France et aussi dans le monde, où j'ai passé 3 ans. Après, j'ai pu travailler dans d'autres groupes multinationaux comme Total, comme Suez, toujours dans le secteur de la logistique et du transport. Et après, j'ai eu l'idée en fait de lancer Cloudfreight, mais on essaiera de développer encore plus la genèse de projet. Merci beaucoup d'avoir déjà partagé tout ça. C'est déjà impressionnant. Je partage un petit peu la même enfance parce que moi-même, j'ai travaillé dès que j'avais 10 ans. Donc, j'étais autonome financièrement presque au même âge, le collège. Donc, j'ai tout vendu comme tu veux, mais les cales, drag, tout ce que tu veux. So, I know what are you talking about et I know the experience et je connais de quoi il s'agit en tant que être quelqu'un qui a passé le même parcours et d'entrepreneuriat. Mais vous avez pratiquement dans votre carrière, l'EMI, l'Ensam de Paris, par la suite pharmaceutical companies and health, et par la suite en étant un consultant. J'aimerais bien un petit peu qu'on se concentre un petit peu pour parler à notre audience, à l'expérience professional experience de Driss durant la période, le passage entre les deux, et par la suite, why did you start your own company? Pourquoi vous avez décidé de tout laisser tomber, surtout en travaillant pour des multinationales, des entreprises qui sont vraiment grandes en Europe, et d'avoir décidé de shifter vers l'entrepreneuriat? Alors, pour répondre à ta question, je ferai en fait le parallèle entre la vie d'avant, qui était, je faisais un peu du business quand j'avais du temps libre, où je démarrais du business. Après, je savais que pour démarrer un grand business, il fallait un grand budget. Surtout en fait que j'habite en fait à Paris. Tout le monde sait que c'est pas évident en fait, voilà, en même temps de vivre dans une capitale qui est quand même la capitale la plus chère au monde, et en parallèle démarrer en fait un business alors que j'ai pas un budget important. Donc, j'avais pas le choix que de démarrer ma carrière professionnelle. Pour deux raisons. La première est celle-là. Donc, je voulais en fait dans tous les cas me lancer un projet entrepreneurial, mais j'avais besoin d'argent. Et du coup, j'ai démarré ma carrière dans un grand groupe qui m'a ouvert les portes, où j'ai passé 3 ans, pas seulement que pour des raisons financières, mais il y a aussi tout ce qu'on apprend quand on travaille dans une multinationale à tous les échelons. J'ai démarré en tant qu'ingénieur en méthode et en logistique dans un site de préparation de commandes pour toutes les officines en France et en Europe. Donc, j'ai appris beaucoup de choses en fait en termes de techniques logistiques, de contraintes aussi, de transport. J'ai toujours baigné dans ce secteur-là. Et au fur et à mesure que j'avançais dans le groupe, bah, j'apprenais aussi le management. Donc, je suis passé d'un simple ingénieur à manager en fait une équipe au début en fait de techniciens, de magasiniers, et par la suite une équipe d'ingénieurs jusqu'à manager 100 personnes à un très jeune âge. J'avais à l'époque en fait 27 ans et je manageais déjà une centaine d'ingénieurs de nationalités différentes et surtout de nationalité française. Donc, ça m'a beaucoup appris et c'est sûr que si j'avais démarré en fait mon projet Cloudfreight avant d'avoir cette expérience-là, j'aurais pas eu en fait les outils pour pouvoir avancer comme il faut dans cette expérience. Donc moi, quand j'échange en fait avec des jeunes, si je peux profiter de cette occasion, je leur dis, si vous avez la possibilité de démarrer une carrière professionnelle avant de lancer votre propre projet, c'est l'idéal. Il y a peu de lauréats en fait qui ont lancé un projet derrière et que ça a été un success story. Les statistiques, en fait, ils prouvent que plus de 9 projets sur 10 échouent au bout de la première année et que à la tête de ces projets-là, c'est surtout en fait des jeunes qui n'ont pas eu d'expérience professionnelle auparavant. Il y a des statistiques aussi aux États-Unis qui disent que les entrepreneurs qui ont le plus en fait réussi
leur expérience entrepreneuriale, c'est des gens qui ont une moyenne d'âge de 40 ans, 42 ans. Donc, des gens qui ont déjà échoué, qui ont déjà eu une expérience professionnelle ailleurs avant de lancer leur business et d'exceller. Donc, c'est bien, il y a des exceptions, hein. On ne va pas le négliger. Facebook, voilà, c'était un ingénieur tout juste sorti en fait d'école et qui a pu lancer en fait une des plateformes qui sont les plus réussies, en tout cas qui ont le plus réussi et le plus excellé aujourd'hui, mais ça reste en fait des exceptions. Par contre, le chemin qui est le plus sûr, c'est le chemin d'apprentissage. Donc, passer d'abord par des sociétés, idéalement des multinationales, parce que quand vous attaquez ou quand vous voulez en fait lancer un projet avec une optique en fait de le développer à l'international, il faut avoir déjà en fait ce mindset et avoir déjà testé cet environnement-là de l'international dans un groupe. Effectivement. Donc, après 7 ans d'expérience, j'ai lancé en fait CloudFreight en partant d'un constat qui est le nombre de camions qui retournent à vide. Moi, dans le cadre de mon travail, j'étais beaucoup en contact avec les sociétés de transport qui étaient nos fournisseurs, ce qu'on appelle nos prestataires de transport. Et je savais en fait qu'il avait une des plus grandes problématiques, c'était les retours à vide des camions. Quand ils vont livrer une marchandise d'un point à un point B, une fois sur trois, bah, ils reviennent à vide du point B vers le point A. Et pour moi, c'était une aberration sur le plan économique et écologique. Sur le plan économique, pour ces sociétés de transport, pour la plupart, c'est des petites structures avec moins de 5 camions, parce que 90% en fait, des sociétés de transport, c'est des sociétés de petite taille, de taille familiale, qui ont moins de 3, 4, 5 camions et qui n'ont pas les outils pour pouvoir aller capter énormément d'opportunités et pouvoir optimiser leur retour à vide. Parce qu'ils n'ont pas de service commercial, ils n'ont pas de service marketing, ils n'ont pas la possibilité, en tout cas, d'être présents dans tous les territoires et pouvoir capter le maximum d'opportunités. Donc, d'où la naissance en fait de notre projet qui est de mutualiser ces sociétés de transport et pouvoir leur proposer du business quand ils ont un retour à vide. Donc, notre outil il va matcher les besoins des expéditeurs, donc les sociétés qui ont une marchandise à transporter d'un point à un point B, avec des sociétés qui ont des camions qui allaient faire des retours à vide sur le même axe. Et du coup, on va les mettre en relation et on est dans ce cadre-là des intermédiaires. Et, euh, et ça a aussi un bénéfice environnemental, c'est qu'on réduit le nombre de kilomètres parcourus à vide et du coup un impact positif sur l'environnement parce qu'on va optimiser des centaines de millions de tonnes de CO2 tous les ans. Voilà, donc j'ai compris un petit peu le concept de CloudFreight. Merci déjà pour la présentation. C'est très intéressant en tant que business model. C'est assez simple aussi d'avoir juste pensé aux les retours les camions, les fret et les cargos en général. Avant de se concentrer à la startup, une dernière question à propos de le passage. Généralement, ce qu'on rencontre avec des startups, c'est qu'il y a des startuppers qui, soit ils n'ont rien à voir avec le domaine, il fait la startup ou là, il a une petite expérience, en général moins de 5 ans dans le domaine, mais vous étiez plein dedans. Quelqu'un, le supply chain, la logistique déjà, donc vous n'aviez pas avec le choc ou bien vous n'aviez si vous avez besoin de cofondateurs, d'autres personnes sur le domaine, mais pour vous, je pense que vous n'avez pas saisi avec le choc d'y découvrir quelque chose de nouveau parce que c'était plus ou moins une continuité de ce que vous faisiez avant, surtout dans le domaine en général, Jessie. Alors, c'est une très bonne question. Il y a deux réponses. La première réponse, pour ne pas faire peur en fait aux personnes qui veulent se lancer dans un secteur qu'ils ne connaissent pas, c'est pas grave. Au contraire, il faut avoir un œil neuf pour pouvoir détecter une opportunité. Moi, j'ai la chance, en fait, dans mon caractère, je réussis toujours, en fait, dans le cadre de mon travail ou même dans ma vie professionnelle ou personnelle, toujours de garder, en fait, du recul.
par rapport aux faits. Même si je me baignais dedans, même si c'est mon secteur en fait d'activité, mais j'ai toujours en fait gardé un recul de par ma profession, parce que je suis ingénieur consultant en stratégie, innovation, supply chain, et mon rôle dans les différentes sociétés où j'ai travaillé, c'est de détecter les dysfonctionnements et proposer des pistes d'amélioration. Et donc, mon point le plus fort, c'est de pouvoir garder du recul et de dire, bah, là, ça ne va pas, c'est ce qu'il faut faire pour optimiser un process. Cette fois, c'était l'opportunité de créer CloudFred, c'est pas de C'est proposer la… ça. Et c'est dans le cadre en fait de mon travail. Peut-être que d'autres qui ne sont pas du domaine auront de base en fait ce recul-là parce que c'est un nouveau domaine pour eux. Ils se sont aperçus en fait de quelque chose qui est aberrant, mais que les gens qui travaillent dedans, ils voient que c'est normal. Ça pourrait être en fait un point fort. C'est pour ça que je dis c'est pas grave, c'est pas forcément les start-upers qui sont du domaine qui réussissent le plus. Par contre, il faut toujours avoir ce mindset-là de dire euh, les solutions qui ont les plus, en tout cas, percé, qui réussissent aujourd'hui et qui ont un succès, c'est des solutions à la base avec une idée très simple. Toi, tu l'as dit, hein, quand je t'ai expliqué, ça paraît en fait évident. Ça paraît évident. Pourquoi en fait personne n'a pensé à faire ça? Ou peut-être que d'autres ont pensé à le faire d'une autre manière. Je ne dis pas que je suis le premier en fait à le faire. Mais en tout cas, il faut partir en fait d'un constat qui est très simple. Et comme dit en fait la plupart des entrepreneurs qui connaissent un peu les secrets du métier, un bon projet, c'est un bon problème. En fait, il faut détecter le bon problème. Effectivement. Voilà. Si la bonne idée, c'est le bon problème. Si quelqu'un veut se lancer et dire, bah, ça y est, j'ai trouvé en fait la solution qui va changer le monde, qui va faire de moi en fait un entrepreneur aguerri, bah, il faut répondre à cette question-là. Est-ce que le problème c'est un bon, avant de dire est-ce que le projet est un bon projet. Un bon problème, c'est un problème qui est rencontré par tout le monde, que quand il va poser la question à un échantillon A, B jusqu'à Z, bah, tout le monde va en dire, ou 90%, ils vont dire effectivement, moi je souffre en fait de ce problème-là. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution proposée pour que je puisse pallier à ce problème-là. Là, vous savez que vous avez touché, vous avez mis le doigt en fait sur une genèse du projet qui va certainement réussir si d'autres outils, bien sûr, viennent compléter ce tableau-là. Donc, pour moi, c'est pour revenir en fait à ta question, bien sûr que c'est un avantage quand on est dans un secteur et quand on lance un projet dans le même secteur, parce que déjà, environ 50% en fait d'apprentissage, vous l'avez déjà parce que vous connaissez le secteur, vous connaissez les problématiques, vous connaissez les acteurs aussi dans ce secteur-là. Mais l'autre 50%, c'est plutôt ce que vous apprenez au fur et à mesure que vous entreprenez. Vous allez lancer une première version de votre produit, donc un prototype. Certainement, il va bouger. Vous allez pivoter et du coup, vous allez apprendre. Au fur et à mesure que vous allez lancer en fait votre projet, vous allez avancer dans votre projet, vous allez apprendre jusqu'à ce que vous trouvez justement ce produit-là qui va être stable et qui va permettre à la solution de scaler de manière simple et rapide et croissante. Merci beaucoup pour la réponse. C'est très simple, c'est très clair. Donc, et comme tu l'as dit, donc, il faut un minimum d'expérience, mais sinon, on peut compléter l'expérience en trouvant un cofondateur, avec quelqu'un qui est avec nous sur l'équipe, qui peut ramener d'autres choses. Maintenant, j'aimerais bien voir un petit peu ou entendre un petit peu la naissance de CloudFred. Vous avez commencé comment? Vous étiez un employé, après vous avez quitté, donc qui كان هذاك le passage et après le commencement de la plateforme parce qu'on connaît la plateforme comment elle est maintenant donc de services soit pour les transporteurs ou bien pour les clients qui cherchent le transport mais vous avez commencé où donc vraiment les premiers pas de CloudFred.
Alors, comme je disais, en fait, l'idée, comme elle m'est venue, en fait, c'est ça, c'est de pouvoir optimiser les retours à vide des camions de transport de marchandises. Donc ça, c'était la mission, en fait, parce que ça, projet, il doit avoir une mission. Après, la solution, c'était comment, du coup, prédire ou détecter ces retours à vide pour pouvoir les matcher avec les expéditeurs. Donc, au début, il y avait cette idée issue de ce problème-là, qui est le plus grand problème en fait rencontré par cette population de transporteurs. Et quand j'étais seul, bien sûr, il fallait déjà créer cette première équipe parce qu'on ne peut pas avancer tout seul. Il fallait créer cette première équipe qui va permettre justement de sortir un premier MVP et d'aller confronter la solution au marché. Donc, c'était en 2019 où j'avais les premiers prémices en fait de l'idée. Donc, il fallait faire une étude du marché et bien structurer les choses avant de lancer. J'avais lancé auparavant une première startup avant Cloudfret avec deux associés et qui m'a permis en tout cas, d'apprendre. C'était un échec parce qu'on n'a pas pu avancer dans l'aventure et que j'ai dû en tout cas vendre mes parts parce que les intérêts des cofondateurs n'étaient pas alignés. Mais ça m'a beaucoup appris et j'ai rebondi avec Cloudfret. Donc, je savais que pour que le projet puisse scaler, puisse en tout cas devenir, pourquoi pas, le meilleur projet du Maroc, euh, qu'il fallait en fait des ingrédients. Les ingrédients, le premier, c'est l'équipe. Donc, de créer un noyau qui est très fort, qui est les premières personnes à intégrer le projet. Parce que c'est ça qui va tracer la feuille de route du projet, au moins les 2 premières années, les 3 premières années. Une fois que j'ai réussi à rassembler une équipe que je savais en fait, en tout cas capable de porter le projet le plus loin, il fallait, le deuxième ingrédient, c'est de trouver des fonds pour pouvoir développer de manière rapide le projet et le confronter au marché. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer des investisseurs avant même de lancer le projet. C'est un peu rare de venir en fait avec une présentation et de dire voilà ce que je vais faire. Mais ce qui m'a facilité la tâche, c'est qu'ils savaient que j'avais lancé déjà une startup en région parisienne et que au niveau d'exécution, ce n'était pas du tout un échec parce qu'on a pu signer le deuxième plus grand client en France dans notre catégorie sans rentrer en fait dans le détail du premier projet. Et donc, sur le plan en fait exécution, ça se passait bien au niveau du premier projet et qu'ils ont identifié que la personne qui portait ce projet-là, c'était bien moi. Et une fois qu'ils ont su en fait que j'ai quitté cette aventure pour lancer une deuxième, ils ont dit on va investir d'abord dans Driss Oui. avant de savoir quel est le projet. Et des fois, c'est comme ça que ça se passe, hein. Et je dirais même 90% des cas, les investisseurs, ils investissent dans l'équipe ou le porteur du projet avant de parler produit. Parce que dans un classement en fait, de 10, le produit, il est peut-être, ou la solution, elle est peut-être dans le cinquième rang ou sixième rang. Mais le premier, c'est l'équipe, le marché. Voilà, il y a plusieurs en fait, critères plus importants que la solution en elle-même. Parce qu'une solution, vous pouvez par exemple la lancer aujourd'hui et que le marché, en fait, c'est même pas la solution qui n'est pas bonne, c'est le marché qui va changer en tout cas, ou la tendance, elle va changer. Ou plutôt, le produit, il est bien, mais l'équipe qui va le porter, il n'est pas bonne, ou il n'est pas cohérente, ou il n'est pas expérimenté, et du coup, il ne va pas savoir tirer profit de cette solution-là qui est innovante. Et on a beaucoup d'exemples comme ça. Où l'idée, au début, par exemple Facebook, il y a d'autres qui ont eu l'idée avant lui, mais ils n'ont pas pu en fait l'exécuter. Pareil comme Amazon, donc il ne s'est pas réveillé un jour et c'est le premier qui a eu l'idée et qui l'a lancé. Il y a une statistique qui dit que quand on pense en fait à un projet,
C'est pour ça qu'il y a certains entrepreneurs, ils me font en fait un petit peu marrer, mais ce n'est pas pour les dénigrer. Mais ils disent, bah, j'ai pensé en fait à une solution et je suis le seul, c'est sûr, hein, je suis le seul à y penser et ça va être voilà, un projet de ouf parce qu'il n'existe nulle part. Bah, il faut savoir en fait que quand vous avez une idée, bah, statistiquement, 3000 personnes dans le monde, ils ont eu l'idée en même temps que vous. Wow. Donc, c'est lui qui vient me voir pour me dire, bah, je suis le seul à lancer tel ou tel service, je suis le seul à penser à telle ou telle solution. Je lui dis, bah, il faut refaire en fait ce travail d'étude de marché parce que peut-être que vous n'avez pas bien cherché, parce qu'il y a un autre. Et quand on commence à creuser, on voit qu'il y a un concurrent qui est juste à côté. Lui, il est à Marrakech, peut-être l'autre qui est à Rabat. On ne va même pas aller chercher plus loin. Si Oui, ça existe en fait en Afrique ou pas, des fois, c'est juste dans la même ville. C'est juste la personne qui est restée butée sur le fait que c'est le héros du moment, c'est lui qui a trouvé la meilleure solution et il n'a même pas pu ou il n'a pas eu le temps en fait de chercher ou n'a pas voulu chercher ou il n'a pas ce mindset en fait de faire une étude complète. Euh, effectivement. donc voilà, donc une fois que c'est ça les étapes, quand j'ai eu l'idée, je savais en fait que, parce que je connais le potentiel, j'ai fait une étude de marché, je connais le potentiel en fait de ce marché-là qui est énorme, le marché du transport de marchandises, on parle d'un marché de plus de 750 milliards de dollars d'opportunités entre l'Europe et l'Afrique, hein, seulement sur ces deux continents, ce qui est énorme. Et c'est un marché qui est très fragmenté. Comme je disais, plus de 90% de transporteurs, c'est des petites structures qui ont moins de deux-trois camions. Là, on parle en Afrique, c'est moins de 2 camions, hein. C'est des petites structures. Moulchkara qui a acheté un premier camion. Après, il a vu que le business, il marchait, il a pu acheter un deuxième, et ainsi de suite. Ou des chauffeurs indépendants qui vont sortir un premier camion via du prêt bancaire. Donc, ce qui fait que la situation en Afrique, c'est un terroir en fait vierge, je dirais, d'innovation. C'est une chance que les Marocains ou les Africains en général doivent saisir. On est loin du marché saturé européen ou américain où il y a énormément de solutions sur le marché. Des fois, on essaie en fait de trouver des solutions simples qui répondent à une problématique qui est confrontée, en tout cas, où tout le peuple le confronte en fait tous les jours, mais on n'arrive pas à trouver. Donc, c'est un marché qui est très vierge. Mais c'était quoi le premier service que vous offrez en tant que CloudFreight? Est-ce que vous avez taclé dans un premier temps les demandeurs ou bien les transporteurs, donc les deux catégories que vous avez? Est-ce que vous avez commencé juste par la plateforme parce que je viens de voir que vous avez introduit une application mobile et un site web et une application web, donc tout ça, vous avez commencé où? C'était quoi le premier service? Et comment est-ce que vous avez bootstrappé pendant un moment? C'était quoi la cuisine interne plus ou moins de CloudFreight? Ça intéresse beaucoup de monde, ça. Je ne sais pas si je peux dire beaucoup de choses en fait par rapport à nos stratégies, mais je vais essayer de simplifier, je vais essayer de donner le maximum d'informations. D'accord. Euh, donc, quand on a lancé CloudFreight au départ, la première solution qu'on a lancée, c'est un TMS. C'est Mhm. quoi un TMS? C'est un Transport Management System, donc un outil qui permet à des transporteurs de planifier leurs opérations, de gérer leurs camions, de gérer leurs chauffeurs via une plateforme web. Donc, le patron transporteur, il vient, il intègre en fait ses camions, ses chauffeurs, et il vient planifier ses opérations de transport dans cet outil-là. Donc, nous, le but, c'était de commencer à construire une communauté de transporteurs. Comment? C'est en développant en fait cet outil-là pour permettre à ces transporteurs déjà de sortir de ce qui est traditionnel, parce que souvent les transporteurs ils travaillent avec des outils obsolètes, hein, le téléphone. Pour les plus développés, ils ont un fichier Excel. Ceux qui sont vraiment à la pointe de la technologie en Afrique, ils ont un fichier Excel où ils vont dire il y a Mohamed, il y a aussi Driss, chauffeur, il va faire tel ou tel flux sur un fichier Excel. Les autres, bah, ils travaillent par téléphone et ils essayent de dispatcher les missions aussi par téléphone.
Donc, on a attaqué d'abord ce segment en fait, de transporteurs qui n'avaient pas les moyens d'acheter ou de se faire payer un outil de planification, ce qu'on appelle dans le jargon un TMS. Donc, nous, on l'offrait avec un tarif qui est très accessible. D'accord. Le but pour nous, c'était de créer et de construire une communauté de transporteurs. Ça, c'était step one. Donc, la première étape, c'est d'aller regrouper les transporteurs et de créer une flotte de camions importante pour pouvoir attaquer le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est quoi? C'est d'aller voir en fait des donneurs d'ordre, ce qu'on appelle des expéditeurs, qui ont des marchandises à transporter d'un point A à un point B. Donc, nous, le premier marché qu'on a ciblé, qui est un marché vierge, c'est les transports de marchandises entre l'Europe et l'Afrique. Donc, on était le premier acteur digital de mise en relation entre les expéditeurs et les transporteurs de marchandises entre l'Europe et l'Afrique. Il y avait des intermédiaires classiques, ce qu'on appelle des freight forwarders, et des commissionnaires plus généralement, des commissionnaires classiques qui mettaient en relation des donneurs d'ordre avec des clients, mais qu'ils faisaient de manière, comme je disais, obsolète, téléphone ou par mail. Donc, nous, on a créé une plateforme pour les expéditeurs qui leur permet de créer leurs commandes. Et nous, ces commandes-là, on les dispatchait à notre communauté de transporteurs. C'est-à-dire, on avait déjà Vous avez déjà créé une une base de communauté. données, une Voilà. communauté de chauffeurs. Donc déjà, on a une communauté, une flotte en fait de camions qui nous permet d'aller voir en fait une entreprise lambda comme Saint-Gobain par exemple, de leur dire bah, écoutez, nous on peut prendre en charge vos transports entre l'Espagne ou la France vers le Maroc. Et on a tant de camions qui peuvent le faire. Ça vous intéresse? Ils vont commencer en fait à échanger avec nous. Oui, ça nous intéresse, mais à quel prix? Donc il y a le pricing derrière. Et nous, on se positionne très bien par rapport au pricing. Pourquoi? Parce que notre ADN, c'est l'optimisation des retours à vide. Et on ne va pas vendre au même prix une place vide. Donc, du coup, on permet en fait à des expéditeurs de faire une économie de budget de transport allant jusqu'à 20-25%, ce qui n'est pas négligeable dans une industrie où ils se battent pour aller chercher 1-2% ou négocier 3% tous les ans d'économie. Et ils n'arrivent même pas à les négocier parce que le prix du transport, il ne cesse d'augmenter ces dernières années. Donc nous, on vient du jour au lendemain pour leur dire, bah, écoutez, vous pouvez faire, en passant par Cloudfreight, une économie de 20%. Et là, ils disent, non, c'est du bluff, comment ça se fait? Bah, c'est simple, c'est un peu comme du Blablacar. Quand vous prenez en fait une voiture et vous partagez en fait un trajet, vous n'allez pas le payer comme si vous allez prendre un train ou vous allez prendre en fait votre propre voiture. La même Et c'est chose. le même principe. Donc, dans tous les cas, ce camionneur ou ce transporteur n'avait pas trouvé d'opportunité pour remplir son camion, par exemple de l'Espagne vers le Maroc. Et nous, on va lui offrir en fait cette opportunité-là. Ça lui permet de rentrer dans ses frais. Et souvent, c'est du chiffre d'affaires et c'est du bénéfice en fait direct. Parce que dans tous les cas, il allait revenir à vide et il allait dépenser en fait dans des centres de coûts comme le carburant, comme les frais du chauffeur, comme la vétusté aussi du C'est camion et déjà ainsi pris de en suite. charge. Et du coup, c'est que du bénéfice. C'est que du bénéfice en fait pour lui. Donc, il revient chargé avec un paiement rapide. Oui. Donc voilà, donc c'est comme ça, c'est toujours on cherche la simplicité. Ça parle très vite en fait aux transporteurs, ça parle aussi très vite aux clients et on arrive à les capter assez rapidement Mais avec est-ce une que vous n'êtes proposition pas de en valeur. train de concurrencier vos clients, vos propres clients? Parce que pour quelqu'un, même le transporteur, donc en offrant ce service-là à quelqu'un d'autre, donc est-ce que vous n'êtes pas en train de concurrencier les transporteurs en faisant la même chose? Alors c'est une très bonne question. Ce qu'il faut savoir, il faut revenir en fait à la définition que je disais au tout début. Nous, on propose en fait à des grands groupes et des moyens groupes à pouvoir transporter des marchandises avec des petites et moyennes sociétés de transport. Je souligne en fait ça, pourquoi? Parce que les grands groupes, déjà, ils ne sont pas accessibles à ces petits transporteurs. Ils n'arrivent pas à ouvrir la porte déjà de ces groupes-là.
parce que c'est des groupes qui ont des critères, il faut répondre à un certain, ce qu'on appelle en fait en anglais des KYC, donc Know Your Customer. En fait, c'est des formulaires très, 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 très détaillés avec des conditions. Et le plus dur dans ces conditions-là, c'est Carrefour. Pour accéder à Carrefour, pour être un fournisseur ou un prestataire de Carrefour, qui veut chez nous, donc, ils vont faire en fait un audit, ils vont vérifier la fiabilité du transporteur avant de lui ouvrir la porte. Et ils n'ouvrent pas la porte à tous les transporteurs. Ils ont des conditions aussi en nombre de camions. Du coup, les petites sociétés de transport, ils n'arrivent pas à accéder à ces grands clients, dans tous les cas. Donc, c'est pas, on ne va pas aller piquer en fait du business chez un autre transporteur pour le donner à un autre petit. On va piquer du business à des grands transporteurs internationaux et les partager avec des petits transporteurs et moyens transporteurs. On va démocratiser en fait l'accès à des grands groupes via notre solution qui mutualise les ressources de petites et moyennes sociétés de transport. Donc, c'est ça en fait notre philosophie, parce que dans tous les cas, le transporteur marocain, je donne l'exemple, un exemple simple, un transporteur marocain qui a 5 camions par exemple, et qui fait par exemple du Agadir-Perpignan en transportant des marchandises du secteur agroalimentaire, bah, une fois sur trois, par exemple, il peut revenir à vide ou il ne va pas trouver en fait de business de Perpignan vers le Maroc et il ne peut pas accéder à des grands groupes. Nous, on Ouais. lui donne accès en fait à un grand groupe pour pouvoir optimiser son business, son retour de Perpignan au Maroc et c'est souvent du chiffre d'affaires direct et du bénéfice direct. Easy money. C'est ça. Donc, pour nous, c'est de pouvoir, c'est de donner en fait du pouvoir à des petites structures qui, en tout cas, galèrent au quotidien. Moi, j'ai vécu ça. C'est ce qui m'a aidé en fait parce que je suis du secteur. J'ai vécu avec des transporteurs un peu leur quotidien. Je sais que c'est pas simple pour eux. Que à la fin du mois, ils galèrent en fait à payer les chauffeurs, ils galèrent à rentrer dans leurs frais. Et en fin d'année, on est sur un bénéfice qui tourne autour de 2%. Oui, Il effectivement. suffit en fait il suffit qu'un client ne paye pas le transporteur pour qu'il soit dans le rouge. Et Ouais. ça arrive souvent malheureusement au Maroc. On a des délais de paiement qui excèdent en fait 3 mois, 90 jours, alors qu'en Europe, c'est 30 jours. Donc, des fois, les transporteurs, malheureusement, ils se font un peu avoir, excusez-moi pour le terme. Donc, ils peuvent ne pas être payés pour un service qu'ils ont assuré. Donc, Effectivement. tout J'aime ça bien. fait que, pardon, Pardon, Sophia Katatek. Go ahead. je disais, tout ça fait que c'est une population qui attend en fait une solution comme CloudFreight. Effectivement. J'aime bien le concept democratizing transport. Donc, c'est très intéressant en tant que concept. On a une question de Nawal Slaoui qui est de l'assurance pour les marchandises et des contrats de transport. Nawal, vous pouvez poser votre question à Driss. Just activate your mic. Oui, merci Mohamed. Merci Driss pour le témoignage et la qualité des conseils donnés notamment aux porteurs de projets. Moi, oui, par curiosité, je veux juste savoir, est-ce que la plateforme, effectivement, elle prend en charge cette partie d'assurance de marchandises? Parce que est-ce que c'est du temps réel, c'est-à-dire que la plateforme permet, comme Blablacar, vraiment de réserver une place vide chez un transporteur en temps réel? Et du coup, si c'est le cas, qui gère un peu l'assurance des marchandises qui seront transportées ou là les contrats des transporteurs si ça existe par ailleurs? Enfin, je ne suis pas du tout spécialiste du domaine, donc c'est vraiment Alors, par c'est une bonne par question. question. Je vais répondre assez directement. Euh, Effectivement, en tant qu'intermédiaire, nous, notre rôle, en fait, c'est de mettre en relation l'expéditeur avec le transporteur. Et nous, on a un contrat, en fait, avec les expéditeurs. C'est-à-dire, c'est nous qui allons, en fait, prospecter un nombre de clients pour pouvoir les compter dans notre communauté de clients et d'expéditeurs. Et nous, notre logique, c'est de signer des contrats avec des clients qui ont des flux réguliers. Je m'explique. Je ne vais pas en fait échanger avec un client qui a 2 palettes à transporter par mois. Ça ne m'intéresse pas.
je vais plutôt aller chercher des clients qui ont un flux régulier, qui ont besoin minimum de 5 camions par mois. Et ces clients-là, je vais essayer en fait de tisser une collaboration sur moyen long terme. Donc, de signer un contrat, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend en fait de la politique interne du client, pour pouvoir assurer un flux qui est régulier, qui permet aussi aux transporteurs d'avoir une certaine visibilité sur les commandes. Et je sais que, par exemple, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, il y a une commande qui va tomber de tel ou tel client. Et du coup, l'équipe exploitation va essayer de matcher avec le transporteur qui fait souvent ce trajet-là, qui est expérimenté sur ce trajet-là, et on va les mettre en relation tous les deux. En ce qui concerne l'assurance, ça c'est une très bonne question. Il faut savoir que nous, notre préoccupation, c'est de mettre en relation nos clients, donc les expéditeurs, avec un réseau de transporteurs fiables. Je souligne en fait ce point-là, c'est fiable. Il y a une problématique dans ce secteur-là, c'est le manque de fiabilité de certains transporteurs. Il va vous dire, OK, je vais pouvoir en fait transporter cette marchandise le lendemain, mais il ne va pas se pointer, ou il va éteindre son téléphone, ou il ne va pas se présenter le jour J pour charger la marchandise. Donc, du coup, nous, on fait un travail en amont qui est un travail d'audit, de contrôle de la fiabilité des transporteurs qu'on va rassembler et qui vont être nos partenaires. Et on s'assure qu'ils ont souscrit à une assurance marchandise et on demande le seuil de cette assurance-là. C'est-à-dire, on fait valoir l'assurance de nos transporteurs à un certain seuil, sauf si la marchandise du client, pour vous simplifier, sauf si la marchandise du client, elle dépasse cette franchise-là, par exemple de 300 000, parce qu'on va transporter des PC Macintosh ou voilà, des téléphones, des iPhones. Là, on va dépasser, par exemple, l'assurance du transporteur. Là, on fait payer en fait le client un supplément qui est une franchise par rapport à l'assurance pour qu'il puisse aussi endosser une certaine responsabilité par rapport à cette marchandise. Vous restez toujours dans les coûts quand vous rajoutez avec la marge? En fait, la marge, c'est pour expliquer, la marge, c'est que c'est quand on informe en fait que le client que notre tarif, c'est ça, et que notre seuil d'assurance, notre palier en fait d'assurance, c'est ça. Et lui, il sait en fait que le tarif, il va normalement augmenter parce qu'on ne va pas transporter la même nature en fait de marchandises. Oui, effectivement. Parce que ce n'est pas des tomates, ce n'est pas des pommes de terre. À la limite, on peut en fait, du coup, les rembourser en cas d'un problème ou un litige. Mais si on a un camion plein de PC portables d'une marque en fait très connue, il faut que le prix aussi du transport soit adapté à la marchandise transportée. Oui, Donc, effectivement. c'est pour ça qu'on demande en fait un supplément en fonction de la valeur de la marchandise. Et je pense que la même question se pose par rapport à l'hygiène, parce que vous avez même une flotte de camions avec frigo et sec. Donc, je pense que… Exactement. Donc, on gère aujourd'hui tout type de marchandises, mais on fait beaucoup en fait de transport de produits agroalimentaires, donc l'industrie agro. On vient d'attaquer l'industrie de l'automotive OK. et on sait tous en fait le développement que connaît notre pays dans ce secteur-là. Donc, on est devenu le premier producteur ou constructeur automobile en Afrique. Qui dit premier constructeur automobile en Afrique, dit des imports-exports de pièces. On a une valeur, je pense, le dernier témoignage du ministre, il parlait de 64% de valeur ajoutée interne, donc de pièces qui sont produites par des usines marocaines et des fournisseurs purement 100% marocains. Mais le reste, c'est des outils qui vont aller chercher dans d'autres marchés et souvent, c'est des marchés européens. Donc, ils vont demander des pièces ou des matières en fait qui ne sont pas accessibles sur le marché marocain et ils vont nous mandater pour transporter ces marchandises-là de ces pays européens vers la zone franche ou bien à Tanger ou à Kénitra. Et on vient d'attaquer aussi ce secteur-là. Donc, nous, notre stratégie de développement, elle est très simple. Là où il y a du business, on y va.
Donc, on a commencé par l'agroalimentaire. Là, on est en train de se lancer sur l'automotive et on va pas tarder aussi à attaquer le textile. J'ai une question par rapport au marché. Je vois que vous êtes un petit peu concentré sur l'Europe, Afrique, donc c'est le lien entre eux. Pourquoi ne pas avoir taclé le marché intra-africain? Donc surtout qu'il y a une grande crise dans le marché intra-africain en termes de transport. Je sais bien Alors, que c'est challenging en termes de sécurité, en termes de mentalité, en termes d'Internet et culture et mindset et tout, mais est-ce que quelque chose qui vous semble faisable dans un futur proche? alors, je dirais même qu'on a commencé. Ah, d'accord. Qu'on a commencé pas plus tard en fait que la semaine dernière avec un premier flux entre Casablanca ou exactement Barchid et Dakar. Donc, un premier flux déjà entre deux pays africains, sud-sud, parce qu'on sait que c'est l'avenir. En fait, tous les experts au monde entier, ils parlent du marché africain comme un marché du futur. Oui, Nous, effectivement. on est déjà implanté en fait en Afrique et c'est dommage, et ça serait dommage en tout cas de ne pas en profiter. Donc nous, le premier positionnement Europe-Afrique, c'est un positionnement purement, je dirais, stratégique. Parce que déjà, on a une certaine clientèle européenne qui paye bien, Oui, qui paye vite et qui est plutôt solvable. Ce mot-là est très important dans ce secteur-là, surtout quand on travaille dans le secteur du transport. Je ne dis pas que les sociétés marocaines ou africaines ne sont pas solvables, ne sont pas sérieuses, mais quand on est une petite structure et qu'on démarre, il faut faire très attention au sujet de la trésorerie. Qu'on arrive à lever des fonds ou pas, en fait, ça pourrait être fatal d'aller les yeux fermés vers un business alors qu'on ne vérifie pas si le client est solvable, si le client va nous régler ou pas. Surtout quand on a une solution B2B, business to business. On travaille avec des sociétés. On sait qu'au Maroc, malheureusement, l'une des plus grandes problématiques, c'est le délai de paiement. Et c'est mortel pour une startup d'attendre en fait 90 jours pour être payé. oui. Et ça peut dépasser, des fois c'est 120 jours, voire plus. Des fois, il y a même des sociétés, des grandes sociétés qui n'ont pas de problème en fait financier ou problème de trésorerie, mais parce qu'ils ont eu l'habitude de faire attendre en fait les sociétés, bah, ils font pareil avec les startups, sauf que les startups, ils n'ont pas de solution de recours. Ils n'ont pas de trésorerie ou de moyens financiers pour pouvoir survivre en attendant d'être payés. Donc, c'est purement stratégique de dire on attaque ce marché-là avec une clientèle qui paye en fait rapidement et sûrement. Et ça nous permet en fait de continuer à développer notre solution et développer aussi notre produit dans d'autres marchés. On peut être plus patient en termes de paiement. On peut attendre quand on va travailler sur des flux Maroc-Maroc ou quand on va attaquer du flux Afrique intra-africain entre le Maroc et d'autres pays africains ou purement pays subsahariens. Donc, donc voilà, c'est pour ça en fait que notre stratégie elle est cohérente. On commence par des flux Europe-Afrique et on attaque après des flux intra-Afrique et on l'a déjà fait. Et bientôt, on va annoncer aussi le premier flux 100% marocain entre deux villes au Maroc avec un très grand acteur. Donc, il y a pas mal de choses qui arrivent, Inch'Allah, dans le pipe. Inch'Allah. J'ai Saad Riyad Azd. Donc, j'ai une Merci, tu question, l'as. ça Sarah, vite fait. J'ai une question par rapport à l'investissement, par rapport à la levée de fonds, votre expérience dans le domaine. Je sais que vous êtes à Paris, mais vous êtes quand même au Maroc. Donc, comment c'était? Je sais que vous avez un petit peu taclé ça. Vous avez fait partie d'un programme Plug and Play à Startgate et tout. Donc, j'aimerais bien que vous parlez un petit peu de l'expérience investissement pour CloudFred. Effectivement, donc je parlais au tout début qu'une startup qui a une ambition en fait de se développer à l'international, il doit pouvoir lever des fonds. C'est plus une option en fait, ça devient une obligation et c'est ça l'essence qui va vous permettre à votre voiture ou à votre camion de rouler. Donc nous, moi personnellement, je le savais depuis le début et j'avais la chance, comme je disais, de rencontrer des investisseurs avant même de lancer la société. Et quand j'ai lancé la société, la seule condition,
c'était d'avoir une traction qui permet de rassurer en fait les investisseurs pour pouvoir injecter du cash dans la solution. Donc, j'ai lancé officiellement la solution fin avril. Non, le mois de novembre 2020, il y a 8 mois à peu près. Et c'était le mois de février où j'ai eu la première term sheet, donc 2-3 mois après la création de ma société, ce qui est quelque chose d'assez rare. Mais comme je l'ai expliqué, j'ai eu un peu de chance parce que j'ai rencontré des investisseurs, parce qu'ils me connaissaient ou ils connaissaient un petit peu mon passif, à savoir ma première expérience entrepreneuriale. Et c'est un moyen en fait de déverrouiller ou débloquer certains points durs chez les investisseurs qui sont est-ce que cet entrepreneur il va savoir utiliser cet argent à bon escient? Est-ce que c'est un entrepreneur qui va pouvoir faire développer ou développer sa solution assez rapidement? Est-ce qu'il est expérimenté et ainsi de suite? Donc, ils ont eu des réponses à tout ça, surtout quand on a eu notre premier résultat, parce qu'on a pu en tout cas arriver jusqu'à 1 million de dirhams de chiffre d'affaires 3 mois après avoir lancé notre business model. Alors là, ils n'avaient plus en fait, en tout cas de doute sur la capacité de Cloudfret à scaler assez rapidement, à développer la solution assez rapidement, parce que c'est assez rare quand même d'atteindre des chiffres en fait comme ça quand on est une startup qui a été lancée depuis 3 mois seulement. Je vais juste en fait prendre 2 minutes pour expliquer ça parce que le plus important dans une solution, c'est pas dans un projet, c'est pas la solution, c'est pas le produit, mais c'est votre capacité à exécuter. Donc, il ne faut pas réfléchir 2 fois avant de lancer votre produit parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont idéalistes, surtout les ingénieurs, et j'en fais partie. Mais Shhaladi, j'ai enlevé en fait la casquette ingénieur pour développer le business. Parce souvent, on va réfléchir 1, 2, 3 fois avant de prendre une décision. Et on va dire, est-ce que je vais prendre la bonne décision? On passe beaucoup de temps à analyser et peu de temps à exécuter. Alors on doit en fait être sur l'équation inverse. Il faut lancer en fait la solution, il faut tester sur le terrain, même avec, je ne sais pas, un formulaire en fait, Google Sheet, je ne sais pas, un petit formulaire, vous lancez votre solution auprès de la population, par exemple expéditeur et ainsi de suite, et vous voyez l'interaction que vous allez avoir avec votre clientèle. Donc moi, vite ou rapidement, j'ai en tout cas confronté la solution, même s'il n'était pas parfaite, au marché et j'ai commencé à générer du chiffre d'affaires. Et c'est bien, pourquoi? Parce que ça vous permet de gagner un temps fou en termes de développement de votre solution et l'évolution de votre solution. Parce que quand vous la confrontez rapidement au marché, vous arrivez à tirer profit rapidement également des remarques, des évolutions que demandent en fait vos clients. Et vous enrichissez en fait assez rapidement le produit pour le faire améliorer assez rapidement, plutôt que de réfléchir dans son coin et de réfléchir à la place du client. Et c'est ce qu'il y a le plus pire, c'est ça. Le pire, c'est ça, c'est de réfléchir à la place du client. De dire, bon, je vais lancer ça, mais peut-être que le client, il va demander telle ou telle fonctionnalité, donc je dois la développer avant de lancer le produit. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est lancer même un petit produit ou un MVP en fait, qui vous a coûté, je ne sais pas, 500 €, 5000 dirhams, vous le lancez et après, vous voyez la réaction du client et c'est le client qui doit driver le développement de ton produit et pas l'inverse. Donc, nous, on a lancé ça, on a eu des résultats intéressants, comme je disais, 1 million de dirhams par mois en 3 mois seulement d'exploitation ou d'opération. Et là, les investisseurs, il y a les yeux qui pétillent, tout le monde est intéressé par la solution et ils avancent assez rapidement pour débloquer le ticket
qui permet par la suite, il doit être utilisé à bon escient en fonction de votre produit. Est-ce que c'est un produit SaaS ou est-ce que c'est une plateforme B2B? Je ne sais pas, c'est en fonction de votre produit, de votre stratégie. Vous devez rapidement développer une équation qui vous dit, si je mets mon argent à tel ou tel sujet, ça doit me générer tant. En fait, il faut que vous trouviez en fait cette équation-là de croissance qui vous dit, bah, si par exemple, j'ai investi dans un business developer, ça va me coûter par exemple 15 000 ou 20 000 dirhams chargés, bah, ça va me rapporter ou ça doit me rapporter par exemple 60 000. C'est un fois 3, un fois 4. Il faut que vous trouviez en fait votre équation de croissance. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir scaler votre produit. Je ne sais pas si c'est une bonne chose d'attaquer rapidement le marché international ou pas, mais c'était mon objectif depuis le début. Ça peut paraître fou, une solution qui vient de se lancer, qui n'a pas levé des centaines de millions d'euros et qui a bootstrappé au début et qui déjà s'est développé dans plusieurs pays européens. Aujourd'hui, on est présent dans 7 pays européens. On a 2 bureaux, un à Marseille et un à Agadir déjà. Et on livre en fait dans plusieurs pays européens comme la France, Portugal, l'Allemagne, l'Espagne, la Hollande. Donc voilà, on a même fait en fait la Finlande, donc plus de 5000 kilomètres. Mais, mais voilà, donc tout le monde n'a pas un grain de folie. Moi, je l'avais en fait depuis mon jeune âge et comme on dit, j'ai rien à perdre. J'ai démarré en bas de l'échelle et comme on dit, au pire, si ça ne fonctionne pas, je peux vivre avec du thé et du pain, tu vois, comme on dit chez nous. Ça ne me dérange pas, je peux manger des pâtes pendant des mois, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, jamais je vais regretter le fait de ne pas prendre une décision au bon moment. Donc, quand je prends une décision, je dois aller jusqu'au bout de cette décision-là. C'était le cas quand j'ai voulu en fait attaquer l'international depuis le début. Alors que d'autres, je ne dis pas que tout le monde doit attaquer l'international, c'est en fonction de vos ambitions. Mais pour d'autres, peut-être qu'ils veulent se lancer d'abord sur le marché de Casablanca. Pour eux, c'est déjà un grand marché. Et après, ils vont attaquer le marché de Marrakech. Et après, ils vont attaquer le marché de Tanger, et ainsi de suite. Chacun ses ambitions. Mais quand vous décidez en fait une feuille de route et que vous avez calculé tous les paramètres qui vous permettent d'atteindre votre objectif, bah, il faut pas reculer, il ne faut pas revenir en arrière, il faut foncer. Et c'est ce qu'on fait. Nous, voilà. On fonce la tête baissée vers cet objectif-là. Merci beaucoup, Cédric. C'était vraiment intéressant. Dria, une heure, vite fait. Merci, tu vas. Je vais voir s'il y a quelqu'un de notre audience qui a une question à poser. Donc, et comme ça, est-ce qu'il y a une question d'après de notre audience? Vous avez des questions? Je pense que c'était assez clair. Donc, we don't have any other questions. Merci beaucoup, Driss. Tabarakallah alik. Vous faites un très bon travail, c'est très intéressant. J'ai plein d'autres questions et j'aimerais bien discuter plus, mais l'autre qui m'inquiète, donc ça va vraiment passer vite. Thank you so much. Peut-être qu'on pourra faire une deuxième partie. Yes, effectivement. On peut le faire, même on peut faire... je ne sais pas si vous serez au Maroc prochainement, on peut faire une session à Startgate. Donc, on peut vraiment rencontrer. Je ne sais pas encore, mais je te tiendrai au courant, Inch'Allah. Une fois que ça se décide, en tout cas, ça se décompte par rapport à la situation sanitaire, je te tiendrai informé une semaine avant mon départ et on essaiera d'organiser quelque chose. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre partage et pour tout ce que vous avez dit. It's a great experience and it's a great adventure and you did a really good job. Thank you so much. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Au revoir.